Donc, je disais tout à l'heure que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le processus d'externalisation des pentests avec la feuille de route du pentest. Donc, on disait que pour faire du pentest, normalement, il faut suivre une certaine méthodologie. Cette méthodologie n'est pas forcément ou obligatoirement suivie dans tous les cas de figure. Ça dépend beaucoup plus de la feuille de route qui a été définie avec le client et du scope qui vous a été affecté en quelque sorte. Donc là, ce que vous allez avoir donc, dans la première phase, quel que soit le pentest que vous allez faire, vous allez commencer par faire ce qu'on appelle une récolte d'informations. Cette récolte d'informations sera suivie par une analyse de vulnérabilité qui, elle, sera suivie par ce qu'on appelle le pentest, les pentests externes. Une fois que vous avez fait vos pentests externes, donc à partir de l'extérieur du réseau, donc ce qu'on appelle la frontière extérieure de votre LAN Edge, on va passer vers tout ce qui est pentest réseau interne. Alors le pentest réseau interne peut se faire de deux manières. La première manière, c'est soit vous êtes à l'extérieur, vous avez réussi à bypasser le réseau externe et vous arrivez à l'intérieur du réseau, soit vous êtes déjà à l'intérieur, vous avez un accès en tant que user dans le réseau interne, donc avec le moindre privilège, et là vous allez faire un pentest en utilisant un profil d'un simple utilisateur, ou bien carrément d'un simple guest qui a accès au réseau interne. Une fois que vous avez fait votre pentest réseau interne, là on peut passer vers ce qu'on appelle le pentest des switches et des routeurs. Alors pourquoi est-ce que généralement le pentest switch et routeur est mis à part? Tout simplement parce que lorsque vous faites un pentest, qu'il soit externe ou interne, ce n'est pas évident que vous arriviez à accéder à la partie cœur du réseau pour essayer de tester les différents éléments qui s'y trouvent. C'est pour cela que généralement le pentest des switches et des routeurs est un pentest spécifique à ce type d'équipement. De même que le pentest des firewalls. Parce que quand vous allez faire un pentest d'un firewall, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on vous donne un accès physique au firewall. Et là, on vous demande carrément de tester la sécurité de cet équipement. C'est de la même manière qu'on va faire un pentest des différents IDS. Il y a aussi le pentest des réseaux Wi-Fi. Il faut savoir que quand on parle de réseau Wi-Fi d'entreprise, il ne s'agit pas d'un simple routeur, comme c'est le cas chez vous. Vous avez une protection rudimentaire de type web, WPA ou autre. Mais on parlera beaucoup plus d'une infrastructure plus ou moins complexe qui sera composée de plusieurs serveurs, notamment des serveurs Kerberos, pour assurer la sécurité et l'authentification des utilisateurs. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle une architecture Wi-Fi professionnelle. Bon, le serveur Kerberos, c'est un exemple de serveur, mais vous allez avoir un ou plusieurs serveurs d'authentification qui permettront d'authentifier les différents utilisateurs, soit qui sont en transit sur ce réseau, soit qui sont en train d'avoir un usage intensif de ces réseaux. Des fois, vous avez même certaines infrastructures Wi-Fi dans lesquelles vous allez avoir des serveurs de chiffrement qui sont propres au chiffrement du trafic, etc. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les pentests de Denial of Services. Donc là, vous allez essayer de faire des tests de surcharge sur certaines parties du réseau. On peut pas parler aussi du pentest de cracking de password, du pentest d'ingénierie sociale. Donc là, vous remarquerez que ces différents pentests, donc que ce soit le Denial of Services, le password cracking ou le social engineering, ils peuvent faire partie déjà du pentest externe ou bien du pentest interne. Mais si on en parle de cette manière, donc en essayant de les mettre en évidence, c'est parce que vous pouvez avoir affaire à certains clients qui ont un besoin spécifique. Où vous allez axer carrément votre pentest uniquement, par exemple, sur le Denial of Services ou bien sur le cracking de password, où ils vont vous préciser, voilà, pour tel ou tel module, on est intéressé par faire du cracking de password. Ou bien, une entreprise ou un client qui vous dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'ingénierie sociale par rapport à mes employés ou bien par rapport à une certaine catégorie d'employés que j'ai. Donc là, votre but, ce ne sera pas du tout de faire du pentest technique ou autre, mais beaucoup plus de vous centrer sur le maillon faible qui est l'être humain.
et d'essayer d'obtenir certaines catégories d'informations qui ont déjà été définies dans le cahier des charges qui vous a été confié par votre client. Nous avons aussi ce qu'on appelle le pentest de vol de PDA et de laptop. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va vous donner un PDA ou un laptop d'un employé et on va vous dire, voilà, essayez de voir ce que vous pouvez en faire. Pourquoi? On va simuler si un employé a perdu ou qu'on lui a volé son équipement, sachant qu'un équipement volé est forcément un équipement verrouillé. Qu'est-ce qu'un voleur ou bien un attaquant qui a eu accès à cet équipement pourra éventuellement faire? Est-ce qu'il pourra pénétrer le réseau? Est-ce qu'il pourra récupérer des informations sensibles? Est-ce qu'il pourra avoir un accès distant, etc. Il y a aussi le pentest code source. C'est tout simplement une, une inspection et une lecture croisée du code source. Donc, carrément, c'est un audit de code source. Nous avons le pentest des applications web, le pentest des injections SQL. Donc là, vous allez vous baser beaucoup plus sur tout ce qui est base de données et injection SQL. Et nous avons évidemment le pentest sécurité physique, dans lequel vous allez essayer de bypasser tous les contrôles physiques qui sont mis par le client pour protéger certaines zones sensibles de son installation, voire même certaines infrastructures réputées sensibles de son installation. Nous avons aussi le pentest de caméra de surveillance. Alors, dans ce type de pentest, c'est un pentest, disons, à double vocation. Alors, dans une première partie, le but, c'est de chercher le taux de couverture des caméras de surveillance. Ça veut dire d'essayer de voir est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des zones noires ou bien des zones d'ombre qui sont classifiées, disons, vulnérables et qui ne sont pas couvertes par les caméras de surveillance. Et en même temps, on va essayer de vérifier si le système de caméra de surveillance est vulnérable à une attaque informatique, dans le sens où est-ce qu'on peut tout simplement de détourner le flux vidéo de ces caméras de surveillance pour qu'il soit visible de l'extérieur. Ça veut dire pour qu'on puisse utiliser leur système de surveillance pour les espionner eux-mêmes. Ou bien est-ce qu'il y a possibilité de falsifier ce flux vidéo afin de permettre à des personnes de pénétrer dans le périmètre surveillé sans être visibles, ou bien de pouvoir altérer ce flux vidéo. Nous avons aussi le pentest de base de données, le pentest de VoIP, le pentest de VPN, le pentest de cloud. Donc là, ça veut dire tout simplement qu'on s'intéresse à différentes technologies qui existent ou qui sont utilisées par votre client, de manière très spécifique. Il y a le pentest des machines virtuelles, il y a le wow dialing, la détection de virus et de chevaux de Troie, le pentest de gestion de log, le contrôle intégrité des différents fichiers, le pentest des équipements mobiles, le pentest télécom et large bande. Alors, je suis passé rapidement sur la détection de virus et chevaux de Troie, je pense que c'est assez évident. La gestion de log, c'est tout simplement le fait d'essayer de voir si la gestion de log est efficiente. Et s'il y a possibilité d'utiliser ces journaux de log par Monsieur, c'est quoi une personne externe ou bien une personne malveillante. Alors, il y a un de vos camarades qui dit c'est quoi le wow dialing. Alors, est-ce que quelqu'un déjà connaît ce terme? Alors, le wow dialing, c'est quoi? C'est tout simplement une technique qui utilise un scan automatique des numéros de téléphone afin tout simplement de faire des attaques sur les systèmes de téléphonie. C'était une attaque qui était utilisée avant pour uniquement pouvoir passer des communications gratuites. Seulement, c'est une technique qui a évolué avec le temps. Il y a maintenant pour but beaucoup plus de détourner le flux téléphonique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de certaines arnaques qui ont eu lieu, qui ont eu lieu sur Internet, où les gens essayent d'appeler une banque ou bien d'essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous citer une histoire, raconter une histoire qui s'est passée, je pense, il y a 2 ou 3 mois de ça. Alors, il y a un banquier assez connu en Grande-Bretagne
qui a été contacté par un homme d'affaires. Cet homme d'affaires l'a appelé avec son téléphone mobile et l'a informé. Non, non, ils ne sont pas passés pour une banque, c'est tout à fait le contraire. Alors, et il l'a informé que tout simplement, c'est quelqu'un qui est un client à la banque. Donc, il a demandé à parler à son téléconseiller. Donc, il a passé son téléconseiller. Le téléconseiller a reconnu la personne grâce à deux parafacteurs. Le premier facteur, c'était le numéro de téléphone de la personne qui a appelé. Et le deuxième facteur, c'était la voix. Donc, il a pu faire une reconnaissance vocale de la personne par son propre oui déjà et par les systèmes de reconnaissance vocale existants. Donc, la personne a demandé tout simplement un transfert d'argent à un certain compte pour la simple raison qu'elle avait une très bonne affaire qu'elle devait réaliser, donc un projet, et qu'il avait besoin de 36 millions de dollars. Après les vérifications d'usage, donc il y a eu un échange de mails qui a eu lieu entre les deux personnes, et le virement a été fait pour un virement initial, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était un virement initial, je pense, de 10 millions de dollars. Le lendemain matin, c'était le grand scandale. Le vrai propriétaire du compte qui appelle en disant voilà, il y a eu une opération que je n'ai pas autorisée sur mon compte, pourquoi il y a eu ce transfert? Après vérification, il a été découvert que la personne n'a jamais appelé la banque, que celui qui a appelé la banque, c'était un groupe composé de 17 pirates, alors qui ont fait du wall dialing donc pour falsifier, usurper en quelque sorte le numéro de téléphone de la victime. Donc, ils ont appelé en faisant un spoofing, un SIM spoofing. Donc, ils ont spoofé le numéro de téléphone. Donc, la banque reçoit l'appel de la part de la personne, mais ce n'est pas réellement la personne. Et pour l'usurpation de la voix, ils ont tout simplement utilisé de l'intelligence artificielle pour simuler la voix de la personne à partir d'échantillons de voix qu'ils ont enregistrés ici et là. Et ils ont fait dire à l'intelligence artificielle tout ce qu'ils voulaient dire en imitant tout simplement la voix de la personne. C'est ce qu'on appelle un deepfake, effectivement. Il faut savoir, bon, entre parenthèses uniquement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du géant chinois de l'Internet, Baidu. Bon, c'est l'un des géants des plus grands acteurs chinois de l'Internet. Alors, Baidu a mis en place actuellement une intelligence artificielle qui utilise un algorithme qui permet d'imiter la voix de n'importe quelle personne avec les moindres défauts de langue, le moindre accent de la personne, sur la base uniquement de 4 secondes d'enregistrement. Donc, ils ont votre voix, vous parlez pendant 4 secondes et ils peuvent vous faire dire ce que vous voulez. Alors, imaginez ce qu'ils peuvent faire avec une story de quelqu'un qui publie plein de stories sur Internet. Alors, ça, c'était la parenthèse par rapport au wall dialing et la question qui a été posée par Yanis. Alors, par la suite, il y a ce qu'on appelle le pentest qu'on avait dit de télécom et large bande, le pentest de la sécurité de vos mails, le pentest des patchs de sécurité, le pentest de tout ce qui est fuite de données, et pour finir, tout ce qui est pentest de vos ERP. Et avec ça, on clôture en quelque sorte les différents pentests qui peuvent éventuellement être effectués. Mais il est clair qu'un client ne va pas vous demander la totalité de ces pentests, mais il va vous demander une partie ou bien un ou deux pentests. Alors, si on parle de l'évaluation de la sécurité des applications, alors c'est tout simplement une analyse assez approfondie des applications dans le but tout simplement d'identifier d'abord, ensuite d'évaluer les vulnérabilités qui peuvent exposer les informations de l'entreprise et les informations qui sont traitées par cette application. Le but n'étant rien d'autre que d'empêcher une personne mal intentionnée d'avoir accès à ces applications pour accéder aux données, les modifier ou les détruire, tout simplement. Ou bien tout simplement utiliser l'application comme moyen de rebond pour accéder aux différents services qui tournent sur le système sur lequel fonctionne cette application. Alors, pour ce qui est des tests des applications web, généralement, de manière générale, là on fait uniquement un survol. Donc, on essaye de passer
par 3 étapes. Alors, les 3 étapes, c'est quoi? C'est la validation des entrées. Donc, par exemple, on va essayer de voir tout ce qui est injection de commandes OS, injection de script, injection SQL, XSS, LDAP, etc. On essaie de sanitariser tous les outputs. Donc là, c'est tout simplement, on fait une analyse pour éliminer les caractères spéciaux, vérifier les différentes erreurs qui peuvent survenir et faire toutes les vérifications nécessaires au niveau des applications pour tout ce qui est contrôle d'accès. Donc là, c'est tout simplement un contrôle d'accès aux différentes. On vérifie l'accès aux interfaces administratives. Donc, qui est-ce qui a accès aux interfaces d'administration, qui peut envoyer des données pour manipuler des formulaires, qui peut modifier les champs de saisie, qui peut faire des requêtes sur les URL, qui peut modifier certaines valeurs et qui peut faire des attaques en utilisant des cookies. Donc, entre autres, ce qu'on peut faire, c'est faire des tests par rapport au buffer overflow, par rapport à tout ce qui est contrôle de sécurité sur les composantes serveurs et applications web. On peut vérifier tout ce qui est denial of services. On peut vérifier les différentes composantes. Donc, quand on parle de composantes, ça veut dire faire des contrôles de sécurité sur chaque composant du serveur et des applications web qui peuvent être exposées à des attaques. Donc, vérifier tout ce qu'il y a sur votre surface d'exposition. Tout comme on peut faire des contrôles sur les données et les erreurs. Pourquoi on parle de données et d'erreurs? Ça veut dire qu'on va essayer de vérifier s'il n'existe pas de failles de sécurité liées à un formatage particulier des données. Par exemple, ou en même temps, on vérifie aussi est-ce que, par exemple, certaines données sensibles vont être stockées au niveau du cache. Donc, de la même manière aussi, on va essayer de faire des contrôles sur la confidentialité, sur la gestion des différentes sessions et sur la vérification de la configuration. Alors, quand on parle de contrôle de la confidentialité, il faut savoir que pour certaines applications, elles vont utiliser des protocoles sécurisés. Donc, quand on parle de protocoles sécurisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va utiliser certains protocoles de cryptage. Alors, par protocole de cryptage, donc on va essayer de faire certaines recherches au niveau de certains mécanismes, par exemple, pour chercher les failles dans les protocoles d'échange de clés. Est-ce que les longueurs de clés qui sont utilisées sont adéquates ou bien elles sont trop courtes? Est-ce qu'on utilise des weak algorithmes, par exemple, que ce soit des algorithmes de chiffrement ou bien des algorithmes de hash qui risquent de poser certains problèmes de sécurité? Quand on parle de gestion de session, on essaie déjà d'agir au niveau des différents jetons d'ouverture de session. Donc, il faut savoir que certains jetons risquent d'avoir une période de validité qui est excessivement longue. Ça veut dire même si l'utilisateur s'est déjà déconnecté, les jetons peuvent rester toujours valides. On essaie de vérifier la longueur même de ces jetons. Est-ce que le jeton va expirer lors de l'expiration de la session? Est-ce que, par exemple, il va utiliser des ressources SSL ou bien des ressources non SSL? Ça veut dire que le chiffrement est utilisé même lors de l'attribution des différentes ressources, etc. Il y a un autre problème qui peut survenir, c'est que des fois, on retrouve que certains jetons risquent d'être stockés au niveau de l'historique, ou bien au niveau des caches des navigateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est dangereux? Parce qu'un jeton qui est stocké au niveau de l'historique, ça veut dire que c'est un jeton qui est récupérable par la suite parce qu'il n'a pas été détruit ou altéré. Donc, ça permettra à un attaquant de comprendre la structure de ces jetons, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc., etc. Il y a un autre paramètre important, c'est ce qu'on appelle la génération aléatoire des ID de session. Il faut savoir que si les ID de session vont suivre une certaine logique ou bien un certain enchaînement logique, ça permettra à l'attaquant de deviner les prochains ID et de générer lui-même ses propres ID qui vont, en quelque sorte,
lui permettre de se connecter à vos sessions à votre place. Il y a aussi la vérification de configuration. Et là, on va essayer tout simplement d'utiliser des méthodes HTTP telles que le delete ou bien put pour qu'on vérifie la disponibilité de la version et le contenu de tout le code source. Donc là, bon, je pense que c'est assez rudimentaire comme technique. Alors, il y a Saoudi qui dit, alors si on trouve qu'on utilise du RSA clé 4096, est-ce que c'est un problème maintenant, après ce que vous avez dit l'autre fois avec l'exemple des banques et le cassage de la clé, etc. en 4 heures? Alors, il faut savoir que le cassage de clé requiert généralement un matériel spécifique. Quand je vous dis on peut casser une clé en 4 heures, ce n'est pas avec votre laptop que vous allez le faire. Alors, c'est la même problématique actuellement, par exemple, qui se pose pour tout ce qui est Bitcoin. Vous savez par exemple qu'actuellement, pour forger des Bitcoins, on n'utilise plus ni les PC ni les laptops. C'est carrément un matériel dédié qui est composé d'une certaine architecture à base de processeurs qui ont été fabriqués spécifiquement pour ça, avec des architectures spécifiques. Maintenant, il faut savoir que le cassage de clés aussi répond à une certaine logique. Donc, généralement, il va vous falloir utiliser une architecture bien spécifique qui est pour le faire. Donc, à vrai dire, pour répondre à la question de Saoudi, un RSA 4096 ne représente pas forcément une menace en termes de sécurité. Ne représente pas forcément une menace en termes de sécurité ou bien un danger réel. À vrai dire, tout dépend du type de l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et c'est vrai que je vous ai dit que RSA est cassable en 4 heures, mais il y a eu des recommandations de sécurité, les fameuses 123 recommandations, enfin, je ne me rappelle plus exactement du nom, qui sont applicables pour tout simplement empêcher que le cassage se fasse en 4 heures. Donc, si toutes les recommandations si toutes les recommandations de sécurité ont été appliquées, il est clair que RSA, vous n'allez pas le casser en 4 heures. Alors, Imani Hayate, vous dites, mais les IA ne peuvent pas le faire. Les IA ne peuvent pas faire quoi? Monsieur, Je n'ai pas compris votre question. monsieur, Ah, vous parlez du cassage. Oui, bon, il faut savoir qu'une IA, ce n'est pas une superpuissance. Une IA, elle dispose d'une base de connaissances. Qui dit qu'elle dispose d'une base de connaissances, ça veut dire que c'est un apprentissage qui doit se faire. Il faut savoir que ces algorithmes de cryptage tels que le RSA, c'est des algorithmes qui sont basés sur des problématiques mathématiques très complexes. Donc, généralement, pour les casser, on va utiliser d'autres problèmes mathématiques ou bien d'autres principes mathématiques. Or, ce type de principes mathématiques demande de grandes puissances de calcul. C'est cette puissance de calcul qui sera utilisée pour pouvoir, en quelque sorte, casser l'algorithme. Alors, Saoudi qui dit, si l'attaque est une APT, on peut se dire qu'un gouvernement peut mettre tout en œuvre pour les matériels. Alors, je دخل APT في الوسط. Vous savez qu'une APT, c'est une attaque multiforme. Donc, vous allez utiliser plusieurs vulnérabilités pour mener votre APT. Par contre, si on va parler de casser un algorithme de chiffrement, ce n'est pas forcément une APT. Donc, vous pouvez mettre, un gouvernement peut mettre le matériel nécessaire pour casser un algorithme de chiffrement, ça c'est clair. Mais maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend aussi de l'application que vous avez. Un gouvernement ne va pas s'attaquer à une application que vous allez utiliser sur un serveur web, peut-être juste. C'est pas d'un site de divertissement. Maintenant, si vous avez affaire à un site gouvernemental, une information ultra sensible que vous voulez protéger, là, je suis là par avec vous. Vous devez aller au-delà. Ah, c'est pas moi qui vais d'arrêter, c'est ça. Posez-lui la question. Bon, là, je pense qu'on a vraiment dévié de notre cours. Et on pourra parler de l'APT ultérieurement. Là, je pense qu'on va revenir un peu dans notre cours. Alors, le prochain point, c'est comment évaluer la sécurité d'un réseau. Alors, généralement, quand on parle de sécurité réseau,
Donc, ça veut dire qu'on va essayer d'abord de scanner l'environnement de notre réseau. On va essayer d'identifier les vulnérabilités qui existent et essayer d'améliorer la politique de sécurité de l'entreprise. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de découvrir l'ensemble des défauts de sécurité réseau qui peuvent mener à la destruction ou à l'exploitation des données ou des équipements, par exemple via des chevaux de Troie, des attaques par déni de service ou bien tout type d'intrusion. Vous devez vous assurer que que la sécurité est implémentée, qui est implémentée va vous fournir le niveau de sécurité requis par l'entreprise quand une attaque va se venir sur le réseau. Et vous devez aussi effectuer votre pentest par une équipe qui va tenter de s'introduire dans le réseau ou sur les serveurs. Donc, il ne s'agit pas uniquement de faire une analyse théorique, mais généralement, quand on évalue la sécurité d'un réseau, il faut vraiment le faire par la pratique. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de dire s'assurer que l'implémentation actuelle de la sécurité fournit le niveau de protection requis par l'entreprise? Parce qu'on ne vous demande pas, lorsque vous allez faire le pentest, une évaluation de la sécurité d'un réseau, d'avoir le réseau. Des fois, on ne vous demande pas d'avoir un réseau inviolable ou invulnérable. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas faisable. On vous définit un niveau de sécurité, on vous définit des exigences de sécurité pour une entreprise, et on vous dit, est-ce que ce niveau est atteint? Est-ce que ces exigences sont atteintes? Certes, vous pouvez tomber sur le cas où on vous dit, essayez de pénétrer le réseau par tous les moyens, mais comme vous pouvez tomber sur un cas où on vous dit, quel est le niveau est-ce que le niveau de sécurité est atteint ou non? Pour l'évaluation du Wi-Fi et des accès distants, alors, il faut savoir que là, on va parler de différentes technologies. On va parler de canaux de transmission radio, on va parler de wireless, on va parler, bon, dans le wireless, vous allez avoir par exemple les bandes A, B, G. On va parler de signal en termes de gigahertz, on va parler de transmission radio dans certains cas de figure, comme on parlera de transmission Bluetooth. Donc, en quelque sorte, le wireless, ce n'est pas uniquement le réseau Wi-Fi que vous connaissez. Donc, ça peut être toute technologie utilisant des ondes ou un réseau sans fil. Alors, pour évaluer le Wi-Fi, donc là, vous allez avoir quelques recommandations, mais bon, ce n'est pas le tout. Donc, il faudra d'abord vérifier si tous les services, il faut savoir qu'ils utilisent un identifiant. Il faut s'assurer qu'on n'utilise pas les identifiants par défaut. Donc là, on parle des SSID qui généralement sont facilement récupérables. Il faut vérifier qu'il y a aussi le broadcast SSID et si le réseau local est accessible à travers le réseau Wi-Fi. Pourquoi? Parce que souvent dans beaucoup d'entreprises, on va vous recommander de faire une séparation entre le réseau Wi-Fi et le réseau filaire. Dans le sens qu'on ne peut pas accéder au réseau filaire à partir du réseau Wi-Fi, et ça pour des raisons de sécurité très évidentes. Et là, vous pouvez utiliser plusieurs techniques déjà pour vérifier si le SSID est devinable, notamment tout ce qui est attaque par brute force. Et là, vous avez beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour ça. Ensuite, vous pouvez aller chercher des vulnérabilités pour l'accès à votre WLAN à travers déjà le routeur sans fil qui est utilisé, à travers les points d'accès ou bien les passerelles. Donc là, vous allez essayer de capturer les différents paquets qui traversent le réseau pour essayer de les déchiffrer, etc. Je pense que vous avez un module dans lequel vous faites tout ce qui est attaque contre les réseaux Wi-Fi. Je ne sais pas si vous le faites ce semestre ou bien ce sera le semestre prochain. Normalement, vous le faites avec monsieur... Gagoumi. Normalement, vous le faites avec monsieur Gagoumi. On l'a fait l'année passée, monsieur. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Ah, Lastia. Ok, vous l'avez fait l'année passée. Ok. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'audit des balises de broadcast et des points d'accès pour vérifier quels sont les protocoles qui sont disponibles sur les points d'accès. Donc là, vous allez vérifier si les réseaux de commutation de couche 2 sont utilisés à la place du concentrateur pour la connectivité des points d'accès.
Vous pouvez aussi tester la robustesse des mécanismes d'authentification afin d'évaluer quels sont les privilèges qui sont offerts après l'accès à l'authentification. Ou bien vous pouvez vérifier que l'accès est assuré uniquement à des machines clients qui ont une adresse MAC préalablement enregistrée. Donc tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'identification par adresse MAC. Donc il faut savoir que l'identification par adresse MAC à elle seule n'est vraiment pas suffisante. Donc elle offre pratiquement zéro sécurité. Mais associée à d'autres techniques, notamment des techniques cryptographiques, là vous pouvez avoir un meilleur niveau de sécurité. Alors, pour tout ce qui est téléphonie, donc là, vous allez essayer d'évaluer la sécurité de la téléphonie. Donc là, ça veut dire quoi? Vous allez tester la sécurité des PABX, des différents systèmes de voix IP, des modems, des boîtes mail, etc. Il faut savoir, quand on parle de PABX, vous avez deux types de PABX. Vous avez les PABX matériels et vous avez les PABX logiques. Donc, quand on parle de PABX logique, ça veut dire tout simplement que vous avez un serveur informatique sur lequel on a installé les outils nécessaires, par exemple le serveur Astérix, par exemple, à titre d'exemple. Donc, c'est pratiquement un audit que vous allez faire le plus normalement du monde. Maintenant, si c'est un dispositif matériel, c'est pratiquement le même procédé que vous allez utiliser en cherchant les vulnérabilités qui existent sur ce PABX et qui sont généralement publiées dans les bulletins d'alerte, etc. Vous pouvez faire aussi l'évaluation de la téléphonie en essayant d'identifier les vulnérabilités au niveau quand on vous dit des technologies vocales de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de faire ça au niveau protocolaire. Du moment où on est dans une application over IP, ça veut dire que c'est une application qui traverse les applicatifs qui vont utiliser votre réseau. Donc, ça veut dire que c'est des choses que vous allez pouvoir sniffer, c'est des attaques protocolaires que vous allez pouvoir faire. Donc, ceci va vous permettre de faire déjà de la fraude, d'usurper une identité. Vous allez pouvoir faire de l'écoute sur les appels. Vous allez pouvoir faire des accès non autorisés au système de messagerie vocale. Tout comme vous allez pouvoir saturer le système à travers des attaques de type denial of services. Il y a l'ingénierie sociale. Donc là, je pense qu'on avait vu ça l'année dernière. Donc là, c'est une attaque qui n'est pas technique. On essaye de s'attaquer à un système d'information pour essayer de récupérer le maximum d'informations à partir des gens, des personnes. Donc c'est à partir de personnes physiques. Donc là, on va abuser de la confiance des gens. On va essayer d'exploiter leur peur. On va essayer d'utiliser l'empathie des êtres humains et surtout d'essayer d'exploiter le fait qu'un être humain ressent toujours le besoin d'aider les autres. Donc, c'est toutes ces caractéristiques de l'être humain qu'on va essayer d'exploiter pour essayer de lui voler le maximum de données sensibles, telles que la politique de sécurité, les infrastructures réseau, les mots de passe, etc. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur l'ingénierie sociale, vu que c'est des choses qu'on avait vues l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez des techniques MICE dont on avait parlé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, je vois qu'il y a des gens qui rigolent en entendant MICE. Alors, MICE, c'est pour monnaie, idéologie, ego and compromise. Bon, je fais trop bizarre à parler tout seul à mon laptop. Les gens en face de moi me regardent bizarrement. Bon, allez. Surtout quand ils m'entendent parler de compromettre les gens. Alors, il y a aussi le test les équipements de filtrage réseau, notamment ce qu'on avait dit tout à l'heure, le test par les pare-feux, le test des IDS, des différents équipements. Donc, comme on l'avait dit précédemment, le pentest est une méthodologie d'évaluation de la sécurité et des systèmes d'information en essayant de simuler des attaques. Pourquoi on va simuler des attaques? Tout simplement pour essayer de découvrir des vulnérabilités qui peuvent éventuellement être exploitées par des attaques. Ça veut dire en quelque sorte qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un test actif et non pas passif, dans lequel on va essayer de s'attaquer non seulement à la configuration du système, aux différentes failles de conception, à l'architecture telle qu'elle a été mise en place, aux défauts qui existent déjà sur l'équipement et aux vulnérabilités qui ont été découvertes pour essayer de voir si ces vulnérabilités ont été patchées ou non. Donc là, à la suite de ces différentes
attaque que vous allez faire, vous allez générer des rapports qui vont contenir toute l'information détaillée sur les vulnérabilités que vous avez découvertes, que ce soit alors des vulnérabilités structurelles, ça veut dire des vulnérabilités dans l'équipement lui-même, ou bien des vulnérabilités au niveau des couches architecturales, c'est-à-dire la manière dont l'équipement a été placé ou déployé, ou bien que ce soit des vulnérabilités de configuration. Et évidemment, pour chaque vulnérabilité que vous avez découverte, vous êtes dans l'obligation de faire des recommandations de contre-mesures qui doivent être mises en place et remises aux responsables, aux commanditaires de votre audit. Et là, bien évidemment, vous pouvez faire soit des attaques à boîte noire ou bien des attaques à boîte blanche. Donc, tout dépend de la volonté de votre client. Alors, pour les dénis de service, alors il faut savoir que quand on parle de dénis de service, vous n'allez pas faire un déni de service réel. Donc, vous n'allez pas louer un réseau de botnet et vous mettre à attaquer votre client au point où vous allez saturer ses serveurs. Donc, on parle beaucoup plus de simulation d'attaque de type DOS. Alors, pour la simulation d'attaque DOS, il faut savoir qu'on peut la faire de deux manières, soit en utilisant des outils matériels, soit des outils logiciels. Quand on parle d'outils matériels, il faut savoir qu'il y a des cas spécifiques que vous pouvez brancher sur le port réseau d'un serveur pour simuler des dénis de service. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a certains services en ligne vous pouvez aussi utiliser pour simuler les dénis de service. Ou bien carrément, c'est des outils logiciels que vous allez installer sur les serveurs pour simuler ces dénis de service. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes en train de faire une attaque en black box, donc un pentest externe en black box, là, vous n'avez pas trop le choix. Et vous allez devoir simuler votre déni de service en utilisant vos propres moyens. Alors, quand on parle de vos propres moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vos serveurs, vos réseaux les botnets que vous possédez, soit en utilisant vos propres machines, donc les serveurs que vous avez pour essayer d'effectuer le maximum d'attaques vers votre victime. Enfin, victime ou client, à vous de choisir. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de la procédure, donc du processus de pentest. Alors, il faut savoir que, comme on l'avait dit au départ, le pentest peut être effectué soit par vos propres services, soit par des gens externes. Alors, quand on parle d'externe, donc vous allez faire appel à un bureau d'audit spécialisé ou bien à ce que vous voulez, c'est là qu'on parle d'externalisation du service. Alors, l'externalisation, ça veut dire quoi? C'est tout simplement faire auditer votre réseau par une agence externe pour tout simplement acquérir un point de vue différent du point de vue de vos propres ingénieurs ou bien de vos propres éléments. Alors, généralement, à vrai dire, ça dépend des différents pays. Et dans certains contextes, il faut savoir qu'il y a généralement ce qu'on appelle une assurance de responsabilité professionnelle qui va couvrir tout ce qui est règlement ou jugement pour lesquels les responsabilités judiciaires des testeurs sont engagées. À cause de leur acte ou bien de leur incapacité à fournir des services professionnels. Alors, cette assurance est appelée sous l'assurance indemnité professionnelle. Il faut savoir qu'elle n'existe pas en Algérie. Bon, à dire, ce n'est pas la peine. Donc, si vous êtes auditeur, que vous êtes dans l'incapacité de finaliser votre travail, c'est vous qui allez dédommager votre client. Ou bien, carrément, ce sera le tribunal qui va décider du montant du dédommagement que vous allez faire. Ou bien, si vous allez causer des dégâts irréparables ou irrémédiables chez votre client, c'est vous qui serez dans l'obligation de le dédommager. Alors, il y a, comme on externalise le service, on va parler aussi un peu des conditions d'engagement. Alors, il faut savoir qu'une organisation qui va initier un test d'intrusion contre l'un de ces systèmes de production doit, au départ, se mettre d'accord avec le bureau d'audit sur les règles d'engagement qui doivent être énoncées de manière très explicite. Ça veut dire quoi de manière très explicite? Ça veut dire qu'elles doivent être écrites noir sur blanc sur un document validé par les deux parties. C'est pour cela qu'on parlera de termes de référence en vertu desquels
le bureau d'audit pourra interagir avec l'entreprise. Et le bureau d'audit n'est pas autorisé à sortir du cadre défini par ces règles d'engagement. Alors, ces règles d'engagement peuvent spécifier un code de conduite, des procédures qui doivent être suivies de manière stricte, et bien sûr, la nature des interactions qu'il va y avoir entre les testeurs et l'organisation. Alors, il y a Manel qui dit on ne peut pas utiliser d'outils soft en boîte noire. Alors, en boîte noire, vous avez la possibilité d'utiliser des outils soft, mais l'inconvénient que vous allez avoir avec les outils soft, je pense que vous parlez du DNX Service, c'est que généralement, les outils soft, quand on veut les installer, quand on veut les déployer, on les déploie sur le serveur lui-même. Soit ça va être un outil que vous allez déployer sur le serveur lui-même, soit c'est un outil que vous allez déployer sur une machine que vous allez connecter sur le serveur. Maintenant, si vous êtes en boîte noire, ces outils, vous n'avez pas accès directement au serveur de votre client. Donc, vous avez toujours là, quand j'ai parlé de vos propres ressources, donc c'est vos propres serveurs. Donc, quand on parle de vos propres serveurs, ça veut dire que vous avez déployé votre soft sur vos serveurs pour pouvoir lancer les attaques de type DNX Service. Donc oui, vous pouvez utiliser vos propres softs que vous allez mettre sur vos propres serveurs, mais ça ne va pas être vraiment très efficace. Pourquoi? Parce que ça va être un serveur qui attaque un autre serveur. Donc, généralement, les entreprises dignes de ce nom, généralement, ils ont une très bonne bande passante. Surtout s'ils hébergent des services en ligne ou autres. Donc, vous, en tant que bureau d'audit, vous n'allez pas avoir un débit qui leur est supérieur. Et si votre débit n'est pas supérieur au leur, comment vous espérez pouvoir leur faire un délit de... Comment vous pouvez espérer faire un DNX service? Je vous donne un exemple. Vous vous attaquez à un hébergeur qui a un débit de 100 mégabits par seconde et vous avez un débit de 10 mégabits par seconde. Si vous vous limitez à déployer des softs sur vos serveurs avec un débit de 10 mégabits, bon, en download, alors j'imagine, en upload, vous devez avoir peut-être 5 mégas. Avec 5 mégas, vous voulez saturer 100 mégas, donc c'est un peu du non-sens. Et en termes de capacité de processing et de traitement, si c'est vraiment une entreprise professionnelle, c'est qu'ils ont vraiment de très bonnes capacités de traitement. Donc, non seulement vous ne pouvez pas saturer leur bande passante, mais en même temps, vous n'allez pas pouvoir saturer leur capacité de traitement. Alors, il y a aussi un autre point qui est important, c'est la portée du projet. Donc là, il est très important de déterminer la portée de votre pentest pour savoir si le pentest est un test ciblé ou bien un test complet. Un test complet, donc on va tester la totalité de ce qu'il y a dans l'entreprise. Un test ciblé, ça veut dire on vous demande de cibler tel service ou bien telle partie du réseau ou autre. Il faut savoir que quand on parle d'évaluation complète, c'est des évaluations qui sont coordonnées par le bureau d'audit afin de révéler le maximum de vulnérabilité tout au long du processus. Maintenant, par contre, les évaluations ciblées, elles cherchent tout simplement à identifier des vulnérabilités bien précises dans un système ou bien dans des pratiques ou bien dans des procédures bien spécifiques. Donc, quand on parle d'évaluation ciblée, c'est soit on cible le type de vulnérabilité, soit on cible le processus ou la partie du système que vous devez évaluer. Alors, il y a ce qu'on appelle les SLA, ou bien ce qu'on appelle le Service Level Agreement. Alors, le SLA, c'est quoi son but? C'est tout simplement de pouvoir garantir un niveau de service du pentest. Donc, généralement, si vous prenez, dans le cadre général, un SLA, c'est quoi? C'est le niveau de service qu'on attend de la part d'un sous-traitant pour qu'il puisse le fournir. Généralement, c'est des documents qui sont rédigés par des professionnels et dans lesquels vous allez avoir même carrément une partie qui va parler de sanctions en cas où vous n'arrivez pas à atteindre le niveau qui est demandé. Quand on parle de SLA, généralement, on parle de SLA en termes de disponibilité, on parle de SLA en termes de confidentialité, etc. Donc, tout dépend de l'objet de votre SLA. Alors,
Le plus important pour vous, c'est quoi? C'est que le SLA puisse définir un niveau minimum de disponibilité soit de vos testeurs et surtout, qu'est-ce que vous devez faire en cas de perturbation grave des systèmes de votre client. C'est-à-dire, si vous perturbez les systèmes de votre client d'une manière substantielle ou bien d'une manière qui peut altérer sa délivrance de service, quelle est la procédure à faire par la suite? Donc, généralement, c'est un document assez important parce que certains clients peuvent vous dire carrément, moi, je ne peux accepter aucun type, disons, de perturbation. D'autres, ils vont vous dire, oui, bon, je peux tolérer une perturbation de tel service à tel pourcentage, etc. Alors, il y a Teptouf qui dit, il y a d'autres types de DOS. Oui, effectivement, il y a plusieurs types de DOS. Là, c'était des exemples que j'étais en train d'illustrer, pas plus. Alors, il y a Soulouche qui dit, vous ne pensez pas qu'actuellement les firewalls bloquent la majorité des attaques DOS pour ne pas dire toutes? Eh bien non. Il faut savoir que les firewalls ne bloquent pas la majorité des attaques DOS. Ils bloquent certaines commandes DOS, commandes qui permettent d'effectuer des dénis de service sur vos serveurs en termes de processing. Par contre, beaucoup d'attaques DOS maintenant utilisent cette faculté des firewalls de bloquer les attaques DOS pour faire en sorte que les firewalls bloquent la totalité du trafic. C'est pour cela que nous disposons actuellement de ce qu'on appelle des boîtiers anti-DDoS. C'est des équipements qui ne sont pas intégrés dans les pare-feux et qui ont pour rôle de bloquer les attaques de type DOS. Et seulement bloquer les attaques DOS, comment ils le font? Tout simplement en blacklistant des adresses IP et en les empêchant d'accéder. L'inconvénient avec ce type d'équipement, c'est que soit c'est lui-même qui arrive à saturation, donc il va mettre les lignes à down, donc il va s'auto-bloquer lui-même, ou bien carrément, l'autre problème qui se pose, c'est le blocage de la totalité des adresses IP disponibles sur Internet. Il faut savoir qu'une attaque de type délit de service n'est pas une attaque qui est facile à faire. Donc, c'est une attaque qui reste assez complexe, qui demande un travail collaboratif assez important. Donc, lutter contre une attaque de type déni de service, généralement, n'est pas quelque chose d'aisé. Alors, généralement, quand on fait un pentest externe, soit on va faire appel à une entreprise, soit on va faire appel à des consultants de pentest. Donc là, on appelle des pentesters qualifiés. Pourquoi on parlera de pentesters qualifiés? Parce que ceci, ça va se répercuter sur la qualité de votre pentest. Donc, le rôle principal d'un pentester, ça va être quoi? C'est la validation des contrôles de sécurité. Implémenté à travers l'organisation, par exemple les pare-feux, etc., etc. Il faut savoir que quand on dit pentester qualifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de pentester qui possède une faire d'administration système, qui maîtrise un peu des logiciels, qui vont dites-moi, s'il vous plaît, ça fait longtemps qu'on est déconnecté. Trois minutes, wow. Ok, donc je ne sais pas à quel moment ça s'est déconnecté.